Bonjour à tous, bon vendredi, madame, monsieur, c'est un début de week-end, devrait-on dire, puisque nous sommes vendredi, c'est le dernier jour de la semaine. Alors nous sommes là également avec la presse qui est disponible en kiosque, que vous aurez l'occasion de parcourir les tabloïds et être parfum de l'actualité. La nouvelle expression parle de rebondissement à l'église évangélique du Cameroun, la décision du tribunal attaqué, c'est le grand titre du journal ce matin. La contre-offensive est donc menée par le chant du révérend pasteur, le camp du révérend pasteur Ndetoya, Jean Samuel. Donc vous aurez plus d'informations en page 2 de ce journal disponible en kiosque ce matin. Le journal parle également de l'acquisition foncière. Le Social Democratic Front charge la Chine. Donc le parti de Ni John Frondi dénonce d'ailleurs la voracité avec laquelle l'Empire du Milieu s'accapare notamment des terres au Cameroun, comme s'il s'agissait d'une autre forme de colonisation, avec notamment la complicité des dirigeants camerounais. C'est ce qu'on découvre en page 3 du journal. Le même journal s'intéresse aussi au décès d'un baron. Sadou Ayatou n'est plus. Il est décédé en Suisse, donc déçu de maladie, à l'âge de 77 ans. C'est ce que propose le journal. Et puis à Bafoussam, le béton qui divise, c'est ce que je dis le journal. Le matériau qu'on dit révolutionnaire, donc actuellement expérimenté au Cameroun pour construire les routes de Bafoussam précisément, et donc au cœur d'une polémique. C'est ce que le journal précise également ce matin. Je vous invite à lire l'article en page 7. Le journal Le Messager, pour sa part, parle de l'extrême nord avec Boko Haram qui change de mode opératoire en décidant donc désormais d'amputer les oreilles de ses victimes. La secte terroriste est passée donc à une autre vitesse dans son entreprise de s'aimer la psychose au sein de la population. C'est en page 3. Le journal parle également du carnet noir avec le dernier combat de Super Makia, l'ancien champion d'Afrique de catch. C'est donc éteint. Et puis Sadou Ayatou, l'ami de Paul Biya, est mort. L'ancien Premier ministre a rendu l'âme hier des suites d'une longue maladie. C'est ce que le journal Le Messager dit en page 3 ce matin. Et puis le journal Info Matin qui en kiosque parle de René Emmanuel Sadi. Le calme est de retour à la prison de Bouya. C'est ce que dit le journal en page 4. Donc une enquête du journal faite hier au sein du pénitencier du chef-lieu de la région du Sud-Ouest confirme d'ailleurs les assurances du ministre de la Communication dans sa sortie du 25 juillet dernier. Et on découvre l'article en page 4. Le journal parle également de la crise des devises avec les patrons d'Afrique centrale inquiets donc de la situation en page 4 du journal Info Matin. D'autres informations aussi à lire parlant de ces enseignements secondaires et 62 établissements scolaires fermés dans 5 régions. C'est à lire dans le numéro de ce matin en page 3. Le journal L'Œil du Sahel, pour sa part, parle donc de crise dans les prisons. Laurent Esso plaide coupable. C'est ce que dit le journal L'Œil du Sahel, disponible en kiosque ce matin. Donc vous aurez l'occasion de parcourir l'article et tout parfum de l'actualité. Le quotidien Le Jour, pour sa part, parle de la France préoccupée par l'inculpation de Maurice Kamto, le professeur, le président du mouvement pour la renaissance du Cameroun. C'est dans le numéro de ce matin, en page 3. Le journal s'intéresse aussi à Yaoundé, transport urbain, une vie de clando, donc avec les pygmées qui sont également réunis, qui exposent donc à Yaoundé, parlant de culture. Mutation, pour sa part, s'intéresse donc à Laurent Esso, il parle le grand muet bavard, c'est ce que propose le journal. Le journal s'intéresse aussi à l'extrême, à l'entrée est de la ville de Douala, avec le calvaire en roue libre. C'est un titre également à lire dans le journal Mutation de ce matin. Dans notre journal disponible, c'est le quotidien de l'économie qui parle donc de législation avec de nouvelles règles de jeu dans les casinos, loteries et autres paris. C'est un dossier également à lire dans le quotidien de l'économie de ce matin. Mutation, j'allais dire Cameroun Tribune pour sa part parle du nord-ouest et sud-ouest. Des partenaires bienveillants à lire dans le journal. Donc le programme des Nations Unies, aujourd'hui unis pour le développement, et bien entendu le gouvernement camerounais s'accorde sur plusieurs choses. Le gouvernement japonais précisément pour dire qu'il y a des actions qui sont menées pour améliorer les conditions de vie des populations. Tout un dossier de la page 4 à la page 5 pour davantage comprendre de quoi il est question ce matin. Voilà ce que la presse nous propose, celle que nous avons reçue à notre rédaction. Vous aurez l'occasion également de parcourir ces tabloïds. Avec nous sur ce plateau, Georges Sémé, bonjour et bienvenue. Merci, bonjour à vous, M. Ndongo, bonjour à tous les inconditionnels du plateau du vendredi. Voilà, merci d'être là. Camille, bonjour. Flavien Valodongo, bonjour Georges Sémé, bonjour aux téléspectateurs, et ils sont nombreux, téléspectateurs d'Equinox Télévision et surtout les accros de la revue des Grandes Unes. Très bien. Alors avec vous, nous allons
essayer de faire le tour de quelques sujets traités par la presse. Quel est le traitement justement réservé à ces différents sujets? La nouvelle expression qui parle donc de rebondissement à l'église évangélique du Cameroun, la décision du tribunal attaqué, c'est ce que propose le journal, pour dire que la contre-offensive est donc menée par le camp du révérend pasteur Injo Toya, Jean Samuel. Oui, d'abord il faut dire que la première requête avait été déposée au tribunal de première instance de Douala Bonanjo le 20 décembre 2018 par ceux qui estimaient que le bureau actuel de l'EEC devait être suspendu pour laisser place à un directoire qui allait agir comme administrateur provisoire. Donc la requête a été déposée le 20 décembre 2018. La partie décisive de ce procès, qui était un procès en référé, a eu lieu le 12 juillet 2019 où les avocats de la demande estimaient que ce procès en référé avait trop duré depuis le 20 décembre 2018 au 12 juillet 2018. Et il fallait, 2019 s'il vous plaît, et il fallait déjà que le procès entre dans les discussions au fond. Alors, la partie demanderesse a estimé qu'il y avait une espèce de dilatoire de la part du juge de séance dans un procès en référé et il fallait entrer dans le fond. C'était un procès décisif. Et finalement, au terme de ce procès du 12 juillet 2019, le juge a décidé de renvoyer la cause ferme au 26 juillet 2019 où, effectivement, une ordonnance a été signée en défaveur de la défense. Il a été mis sur pied un directoire qui allait agir comme administrateur provisoire des affaires de l'EEC. Il y a donc eu un rebondissement le 30 juillet 2019 où la décision d'ordonnance, l'ordonnance a été attaquée par la partie défenderesse qui est ici menée par le révérend Ndje Toya, requête aux fins de défense à exécution de l'ordonnance qui a été rendue par le tribunal de première instance de Douala Bonanjo. Donc c'est effectivement un rebondissement, mais le premier rebondissement est d'abord la mise sous administration provisoire de l'EEC. On peut dire que c'est une évolution dans la procédure que l'ordonnance qui a été rendue le 26 juillet soit attaquée et ça emporte bien évidemment des conséquences juridiques sur la suite de cette procédure. Alors, c'est dit que le ciel reste plein de nuages entre les fidèles de l'Église et bien entendu les dirigeants, je veux dire, de l'Église évangélique du Cameroun aujourd'hui, ceux-là qui veulent forcément rester dans cette logique d'embrouillamini, on va le dire également, mais il y a quand même que l'État s'est ingéré directement, il faut maintenant ramener de l'ordre au sein de cette église. Non, ce n'est pas l'État qui s'est ingéré. Georges Sémé, à travers son résumé, démontre bien qu'il suit cette procédure depuis très longtemps, cette procédure qui met l'Église au tribunal. Vous savez, les affaires de Dieu sont les affaires de Dieu, les affaires de César sont les affaires de César. Mais on constate qu'avec cette affaire de l'EEC, que cette église-là est empêtrée dans une passe d'armes juridico-judiciaire depuis 2 ans maintenant. Et que même à l'église, on se bat pour avoir raison, pour avoir tort. C'est pour ça que je disais que je disais que l'État s'est senti obligé de prendre des choses en main pour revoir un peu, pour amener la sérénité en tout cas. C'est ce que j'ai voulu dire tout à l'heure. Moi, je pense que le titre de la nouvelle expression est gros pour rien. Hein? La décision du tribunal attaquée, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Dans la mesure où une décision, un jugement avant de dire droit a été prononcé, mettant en place une sorte de directoire qui est là pour gérer les affaires jusqu'au bout de la procédure. Bon, maintenant, si la partie adverse dépose une défense à exécution, ce n'est pas un rebondissement. C'est tout simplement la suite, mais en attendant, la décision a été prononcée par le tribunal et on continue. Moi, je pense donc que les journalistes eux-mêmes gagneraient à rester assez sobres dans la restitution de ces événements. Il est déjà assez douloureux que les affaires de Dieu se retrouvent devant le tribunal et c'est carrément inédit, mais il faut dire que cette affaire, c'est une affaire qui gêne un peu tout le monde, qui gêne aussi bien les fidèles, qui gêne aussi bien la société, mais qui gêne aussi cette notion de Dieu qui fait que il faut savoir pardonner, il faut savoir comprendre, il faut faire preuve de compassion, de compréhension. Mais là maintenant, quand on voit des pasteurs qui sont en train de se tirer les robes devant les magistrats, ça fait un peu désordre. Alors, oui Georges. Oui, juste pour rajouter que dans cette affaire EEC, il y a 2 procès. Il y a un procès, comme le disent nos confrères de la nouvelle expression, il y a un procès qui est pendant, cette fois-ci devant la cour d'appel du littoral, qui fait suite à l'ordonnance qui a été rendue au tribunal de première instance de Bonanjo, qui avait trait à la mise en place d'un directoire qui devait agir comme administrateur provisoire. Ça, c'est
un premier procès. Mais il y a un autre procès qui est pendant devant la Cour suprême qui porte suspension du bureau de l'EEC qui a été élu il y a 2 ans à Ngaoundéré. Donc je crois que ce n'est pas encore terminé et on verra avec cette nouvelle requête qui a été transmise à la Cour d'appel du littoral par le camp Ndjetoya, ce qu'il adviendra certainement dans les prochains jours, puisque c'est un procès en référé. Et dans les pays où la justice fonctionne normalement, les procès en référé d'heure en heure et devraient être bouclés au bout d'une semaine à compter de la date de saisine des demandeurs du tribunal par les demandeurs. Mais malheureusement, celui-ci, qui est pendant devant le tribunal pénal, le tribunal de première instance de Bonanjo, ce tribunal a reçu la première requête le 20 décembre 2018 et l'ordonnance a été rendue publique, s'il vous plaît, seulement le 26 juillet 2019. Très bien. Alors donc, les lecteurs vont lire ce que la nouvelle expression propose, parlant de rebondissement à l'église évangélique du Cameroun. Cette décision du tribunal attaquée, c'est le grand titre, c'est en page 2 du journal Ce Matin. Alors, l'autre journal, c'est le Messager qui parle de l'extrême nord avec Boko Haram, qui change de mode opératoire désormais. Cette fois, il faut amputer les oreilles de ses victimes. Donc, la secte terroriste est passée donc dans une autre phase aujourd'hui et qui crée justement la psychose au sein de la population. Aussi bien le Messager que le de Sahel ont évoqué cette barbarie qui a été faite du côté de Calgary. Oui, du côté de l'extrême nord, du côté de Kolofata, bien après Kolofata, c'est une quarantaine d'individus, certainement en provenance du Nigeria, qui sont venus attaquer une communauté et qui s'en sont pris aux femmes, qui leur ont coupé chacune une oreille. Ce qui se fait du côté du Nigeria depuis un certain moment. Donc, c'est une nouveauté dans le cycle, dans leur démarche de terreur permanente. Mais il faut avouer que malgré la lutte acharnée que mène l'armée nigériane contre ces barbares de l'ère moderne, ils ne désarment pas, ils continuent. Et maintenant, qu'est-ce qu'on doit... Moi, je me pose la question, aussi bien que beaucoup d'autres Camerounais, quel est le contenu de ce message qu'ils veulent faire passer à travers des oreilles de femmes, pauvres femmes, auxquelles on coupe les oreilles. Cela veut dire quoi? Ils veulent faire quoi? Ils veulent imposer quel ordre? Ils veulent démontrer quoi? C'est pour cela que moi je pense que la volonté de nos forces de défense de répliquer et de faire front contre cette forme de barbarie ne doit pas être lâchée. Moi je pense que malgré les difficultés, et les populations et les forces de défense font du mieux qu'ils peuvent pour faire face à ces barbares-là. Mais je vous assure que c'est tout de même pathétique de voir ces femmes, parce que c'est dans le Messager, je crois, dans l'œil du Sahel, où on voit les photos de ces malheureuses femmes dont une oreille coupée qui ont été prises en charge par les services sanitaires du BIR. Donc c'est vraiment malheureux, mais qu'est-ce que vous voulez? C'est ça aussi la réalité du terrain de ce côté de notre pays où la sérénité n'est pas la chose la mieux partagée. Oui, j'allais dire, Georges Sémé, vous avez également parcouru l'article du quotidien Le Messager ce matin pour constater aussi que la méthode change, clairement. Non, je ne partage pas ce changement, parce qu'à côté du mode opératoire traditionnel de Boko Haram, il en ajoute un autre. Ça ne veut pas dire qu'il a abandonné les attentats à la bombe artisanale, ou alors des incursions dans les villages. Ils n'ont pas abandonné ça. Et je pense qu'il faut se souvenir que depuis 2015, Boko Haram a changé de nom. Lorsqu'ils sont passés sous la coupole de l'État islamique, ils ont changé de nom, donc ils ont également changé de mode opératoire. Pas changé de mode opératoire, ils ont ajouté à leur mode opératoire traditionnel d'autres méthodes qui étaient jusqu'ici employées du côté de l'Asie, ou bien du Golfe. Donc je crois qu'il n'y a pas changement, il y a plutôt un autre mode opératoire qui a été rajouté au mode opératoire traditionnel que nous connaissons. Et le nouveau nom de Boko Haram, bien évidemment, c'est Organisation de l'État islamique pour l'Afrique de l'Ouest. Et en revêtant ce nouveau nom, ils ont adopté les méthodes de l'OI international que nous connaissons, qui a des méthodes assez particulières de dissuasion de ses adversaires, dont celle utilisée aujourd'hui par Boko Haram au Cameroun, où il faut sectionner ou alors mutiler les organes des civils ou alors des adversaires militaires. Donc je pense qu'il n'y a pas fondamentalement un changement de mode opératoire, mais c'est
Mais une série de femmes, ça interpelle l'armée. De femmes avec des oreilles amputées. Voilà, ça devrait interpeller l'armée. C'est un nouveau mode quand même. C'est un nouveau mode, mais ils n'ont pas changé de mode opératoire. Ça devrait plutôt interpeller l'armée, interpeller les civils et les groupes de défense opérationnels qui sont sur le terrain, de changer eux aussi de fusil d'épaule, de changer de méthode de veille, de changer de mode opérationnel sur le terrain. Parce que jusqu'ici, on s'est prévalu, on s'est attendu à ce qu'on affronte plutôt des méthodes, des attentats, à la voiture piégée ou alors des bombes humaines. Mais aujourd'hui, maintenant, on fait des rapts et au lieu de vous tuer, on vous coupe plutôt une partie de votre corps et on vous abandonne. On devrait comprendre de ce qu'il en est parce que, comme le disait le doyen tout à l'heure, quel message veut-il faire passer? Mais je comprends quand même qu'ils veulent aujourd'hui s'aligner à l'idéologie de l'État islamique qui est celle de procéder par la terreur en ne tuant pas simplement ou alors en ne posant pas simplement des voitures piégées, mais également en mutilant physiquement toute personne qui ne répondrait pas à leur idéologie. Très bien. Alors, dans en page 3 du journal Le Messager de ce matin, parlant de Boko Haram qui change de mode opératoire en décidant donc désormais d'amputer les oreilles de ses victimes, la secte terroriste est passée à une autre vitesse dans son entreprise de semer la psychose au sein de la population. Vous aurez l'occasion de parcourir le sujet dans le numéro disponible en kiosque ce matin. Autre chose, il s'agit de l'Aide du Sahel qui parle de la crise dans les prisons. Laurent Esso plaide coupable. Ça, c'est ce que le journal l'Aide du Sahel propose. Il y a Mutation qui parle de Laurent Esso, le grand muet bavard. C'est ce que dit le numéro de ce matin. Et aussi dans bien d'autres tabloïds, en tout cas. C'est un sujet qui fait le tour. Comme pour dire quoi finalement? Comme pour dire que la situation dans les prisons du Cameroun reste préoccupante. Nous nous souvenons qu'il y a quelques semaines, il y a eu 2 mutineries coup sur coup, une à la prison centrale de Kondengui et l'autre à la prison principale de Boya. Et tout cela est dû non seulement à des problèmes d'abord structurels sur les conditions de vie des populations, de la population carcérale dans ces prisons, qu'elles soient secondaires ou principales, ou alors qu'elles soient même centrales, mais également de l'infrastructure prison elle-même, qui nécessite aujourd'hui d'être réhabilitée. À côté de cela, il y a également que la qualité des prisonniers pose problème. Je me souviens d'une correspondance qui a abondamment parcouru les réseaux sociaux où le ministre Laurent Esso attirait déjà en juin 2019 l'attention du secrétaire général, du ministre d'État, secrétaire général président de la République, sur les conditions carcérales de ceux qui sont pensionnaires de ces prisons. Mais également, il a attiré l'attention d'une certaine qualité de prisonniers qui menaient des activités insurrectionnelles. Cette lettre date de juin 2019. À la suite de cela, à la suite de ces mutineries, il y a eu une autre correspondance qui date du 3 juillet 2019 où encore Laurent Esso qui a adressé un message porté au chef des cours d'appel des 10 régions afin qu'on lui fasse des suggestions pour accélérer les procédures. Donc je crois que c'est en prévision certainement à une révision du code de procédure pénale qui aujourd'hui malheureusement entérine une certaine lenteur dans la justice. Et c'est certainement l'une des raisons pour lesquelles il y a eu ces mutineries dans les prisons de Yaoundé et de Boyadon. Si aujourd'hui il plaide le coupable, c'est en rapport certainement avec ce message porté qui a été envoyé au président des cours d'appel afin qu'on lui fasse des suggestions pour essayer de mettre un peu d'eau dans le vin dans la procédure judiciaire qui, je l'avoue aujourd'hui, est problématique. Non seulement en ce qui concerne les lenteurs administratives, les lenteurs judiciaires, mais également c'est un corps qui est hautement corrompu. Ça contribue également à ce qu'il y ait ces lenteurs. Mais surtout, comme c'est le ministre de la Justice qui s'occupe également de l'administration présidentielle, surtout les conditions dans lesquelles sont végètent les prisonniers, mais également les structures même des prisons qui demandent aujourd'hui à être soit agrandies, soit à être réhabilitées, ou alors on construit tout simplement de nouvelles prisons. Donc ça englobe tout un conglomérat de problèmes qui interpelle aujourd'hui Laurent Esso, et c'est la raison pour laquelle depuis bientôt 2 semaines, le ministre Laurent Esso fait les choux gras favorable ou défavorable de la presse nationale. Très bien. Alors, Camille, il a la suite de ce que dit Georges Sémé, partant de ce courrier qui a été adressé au ministre d'État, secrétaire général à la présidence de la République, et également le courrier adressé aussi au chef des cours. Est-ce que ce n'est pas sur le tard, finalement, puisqu'on sait que la question de la surpopulation carcérale est vieille comme le monde, il y a bien d'autres cas également, et avec la qualité même des détenus. C'est justement à la base de ce message porté, adressé au chef de juridiction, que la presse peut dire que Laurent Esso plaide coupable.
Aujourd'hui, la presse, une bonne partie de la presse tire sur lui à boulet rouge parce qu'effectivement, c'est lui le ministre de la Justice, c'est lui qui est chargé de veiller à la célérité des procédures judiciaires, c'est lui qui est aussi en charge de prison, qui n'ignore pas le problème de la surpopulation carcérale. C'est lui qui, en réalité, répond de ce qui est arrivé aujourd'hui parce que, Georges Témé l'a dit tout à l'heure, il a envoyé une lettre à la présidence de la République pour parler de l'éventualité de certains meneurs. Mais ce ne sont pas 10 meneurs seulement qui sont les auteurs ou les acteurs de cette mutinerie. Le problème est que la prison de Koningui est une sorte de marmite qui est en train de bouillonner depuis de nombreuses années. À cause justement de la surpopulation carcérale, à cause de la longueur des procédures. Ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est tout le monde qui estime que Laurent Esso, même s'il n'est pas coupable, il est responsable. Bon, mais responsable de quoi? Il n'y a pas que lui dans le gouvernement. Il y a aussi, est-ce que le ministère des Affaires sociales a joué aussi son rôle en faisant de temps en temps des tours dans les prisons pour s'émouvoir et pouvoir faire peut-être des suggestions sur l'état des conditions de vie des prisonniers? Est-ce que les services de police et de gendarmerie qui sont chargés de diligenter les enquêtes, les enquêtes préliminaires et les procédures, envoyant les gens devant le parquet, font complètement leur boulot et se disent que est-ce qu'on peut envoyer quelqu'un qui a volé une poule en prison ou qui a des problèmes de deux femmes qui sont en train de se crêper le chignon, l'autre va porter plainte pour injure, on envoie une en prison et elle reste là pendant 6-7 mois en attendant que son dossier arrive. En fait, moi je pense que là-dedans, il y a une pluralité de responsabilités qu'on ne peut pas occulter. Mais toujours dire qu'aujourd'hui, l'homme qui est Cléo Pilori, c'est bel et bien le garde des Sceaux qui démontre en réalité qu'il est conscient du fait qu'il y a un problème justement de procédure, de célérité des procédures. Alors, en demandant à ses collaborateurs subalternes de lui faire des propositions, on se demande bien si c'est encore lui le patron ou si c'est seulement, s'il veut seulement une gestion collégiale justement de la célérité des procédures. Il est le patron, c'est lui qui doit dire, écoutez messieurs, à compter de maintenant, je ne veux plus, faites ceci, faites cela. Il ne va pas leur dire, bon, dites-moi un peu ce que vous pensez. Ça va faire un peu cafouiller et c'est chacun qui va donner son point de vue. Mais toujours est-il qu'aujourd'hui, le process des procédures pénales doit absolument être revu et corrigé. Et en plus, pour désengorger les prisons aujourd'hui, parce que ça c'est une urgence aussi, il faut absolument désengorger les prisons New Bell, Koningui, tout ça. Mais comment faire, puisqu'on nous dit qu'on nous parle de 90% des détenus dans ces deux prisons qui sont des prévenus? Comment faire? On va peut-être procéder à des remises en liberté spectaculaires, mais il faudra bien du temps pour essayer de faire le tri à l'intérieur de ces prisons. Donc, aujourd'hui, la préoccupation est urgente. Qu'est-ce qu'il faut faire pour dégraisser les cellules? Qu'est-ce qu'il faut faire pour permettre aux magistrats, et on dit que les magistrats ne sont pas assez nombreux pour gérer les dossiers, mais seulement quand vous avez un magistrat qui est en charge de 30 dossiers, et chaque jour, on lui donne 30 dossiers de personnes qui sont déférées et écrouées chaque jour, au bout de 10 jours, il se retrouve avec 300 dossiers, vous voulez qu'il fasse comment? Donc, je pense qu'il y a une question de réaménagement de la gestion des procédures judiciaires et maintenant, surtout, d'une approche, d'une réflexion et d'une approche urgente et vitale sur le milieu carcéral au Cameroun aujourd'hui. Certains proposent même les états généraux de la justice pour résoudre tous ces problèmes. Et c'est une doléance fondée parce que la justice aujourd'hui est gangrénée, non seulement la justice, mais également l'administration pénitentiaire. Et il faudrait bien évidemment avoir des états généraux de la justice pour d'où sortirait des recommandations qu'il faut mettre en pratique pour essayer de juguler tous ces problèmes qu'on observe aujourd'hui. Très bien. Alors non, la question, en tout cas le sujet fait le tour, crise dans les prisons, Laurent Esso plaide coupable, c'est l'aide du Sahel qui titre ainsi. Mutation parle également de Laurent Esso, le grand muet bavard, dans le numéro de ce matin. Alors à la suite, en pied de une donc, du journal Mutation, on parle également du calvaire donc, de la pénétrante est de la ville de Douala. Et nous, on parle du calvaire en roue libre. C'est un titre qui ironise un peu. Oui, c'est un titre qui ironise, mais qui traduit bien évidemment la réalité que
nous vivons depuis 2 semaines du côté de la pénétrante Est. Moi, j'habite du côté de la pénétrante Ouest. Et je pense que à ce niveau, de ce côté, nous dormons tranquille parce que les embouteillages sont terminés avec la construction du deuxième pont sur le Vouri et du mini échangeur. Au rond-point, quand même, il y a toujours des embouteillages. Oui, ces embouteillages sont dus à une régulation par la police de la circulation parce que on note quand même une certaine indiscipline des usagers de la route, un incivisme des chauffeurs qui ne veulent pas attendre leur moment pour passer. Donc, il faut que la police intervienne pour essayer de réguler un peu tout ça. Mais en ce qui concerne les embouteillages de ce côté, on n'en a plus beaucoup de droit. Mais à la pénétrante Est, bien évidemment, qui est une route d'abord à fort flux de circulation, parce que c'est de ce côté que les camions qui viennent de l'Interland entrent au Cameroun, mais également une circulation interne de Douala avec les taxis ou alors les usagers traditionnels de la route. C'est une route économique et une route où il y a un flux de circulation traditionnel. Donc, je pense que les travaux qui sont aujourd'hui en cours sont à l'origine de ces désagréments. C'est vrai qu'avant ces travaux, il y avait déjà les embouteillages. C'est vrai également qu'il y a eu des aménagements complémentaires qui ont été faits, d'importants aménagements avec la construction de la pénétrante Est, mais ça n'a pas arrangé le problème des embouteillages. Donc, je pense qu'il fallait, et je crois que cela a été fait, prévoir une voie de contournement. Une voie de contournement qui allait permettre, pendant que les travaux se déroulent, aux usagers de la route de emprunter cette voie de contournement et sortir de l'autre côté. Mais cette voie de contournement, si elle existe aujourd'hui, apparemment, elle aussi, elle est impraticable. Et on se retrouve à la case départ avec des problèmes qui existent même, qui sont pires même avant que les travaux n'aient commencé. J'ai vu un excellent reportage à Equinox Télévision où on a interviewé plusieurs personnes, des chauffeurs et même des mototaximens qui disaient que la situation était intenable. Vous passez 5 heures de temps à attendre que ça se décante, alors qu'il faut à peine 4 heures pour aller de Douala à Yaoundé. Je crois que les autorités de la ville, qu'elles soient municipales ou régaliennes, devraient descendre sur le terrain, s'enquérir des véritables problèmes et de prendre les mesures urgentes. Parce que non seulement c'est une route à grand flux de circulation, mais c'est également une route économique. Et je pense que pour Douala, qui est une capitale économique et qui vit de son économie, on devrait prendre les mesures urgentes pour permettre que la circulation soit assez fluide de ce côté. Alors, Calvaire, en roue libre, le titre il m'intéresse davantage. Donc, vous comprenez bien que c'est pour exprimer un peu je voudrais dire, la douleur ressentie en tout cas par les usagers qui empruntent juste la bretelle Tradex Bonne 10 et Yassabon et Tradex Yassa. Vous comprenez qu'en moins de 5 km, on peut passer pratiquement 4 heures difficiles de partir de Douala pour Yaoundé en moins de 10 heures. Flavien Vallon, vous me demandez de comprendre. Je dis que moi j'ai subi cela. Mardi dernier, je suis parti d'ici pour Yaoundé. J'ai pris le bus de 12 heures ici dans une agence de transport interurbain. Entre 12 heures, c'est à 15h30 que nous nous sommes retrouvés sur le pont de la Dibamba. Vous serez déjà arrivé à Yaoundé. Je dis que 15h30 entre Aquapalas et le pont de Yassa. Bon, maintenant, regardez, forcément, on a fait 8 heures de route pour arriver à Yaoundé. Au retour, le lendemain, mercredi, même chose. On est arrivé à Douala à 18h. C'est à 22h qu'on est arrivé sur le pont de la Dibamba à 18h. C'est à 22h que nous sommes descendus du bus. Donc, c'est vous dire que c'est une situation extrêmement grave. Alors, les travaux engagés sur cette route sont pratiquement aux arrêts. Ou alors vont au rythme de la tortue. La tortue, au rythme de la limace. La tortue, elle avance vite. Moi, je pense qu'on devrait prendre des mesures particulières pour accélérer ces travaux et faire les travaux en pleine nuit, où il n'y a pas beaucoup de circulation, pour que les choses puissent avancer, parce que cette situation est intenable. La ville va exploser, les gens vont même se révolter à la limite. C'est incroyable. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas de solution qu'on puisse trouver rapidement pour faire face à cette situation qui est intenable. Elle est intenable. 3 heures pour faire Bonenjo, Yassa, non, c'est incroyable. Donc moi je pense qu'il faut absolument que les personnes qui sont chargées non seulement de la mobilité urbaine, mais aussi des routes fassent tout pour que ça s'arrange le plus vite possible. Parce que Georges Semel a dit, et nous le savons tous, cette pénétrante, c'est non seulement la voie pour aller à l'intérieur, pour aller en Centrafrique, pour aller au Tchad, pour aller même au Gabon, mais seulement, c'est aussi la même voie que l'on emprunte pour le retour. Sans oublier que là maintenant, il y a déjà des enfants qui sont en train de revenir de congé pour repartir vers leurs parents des deux côtés. Vous imaginez bien ce que ça va coûter. Bon, donc,
on parle toujours des solutions, mais José m'a parlé tout à l'heure de la pénétrante Est avec, où les embouteillages ont baissé, mais il oublie qu'il reste un problème au niveau du rond-point de Daïdo. Et le rond-point de Daïdo, il est incroyable que les spécialistes de la mobilité urbaine n'aient pas compris qu'il était urgent d'enlever, de déplacer ce Ndjoundjou qui est au milieu du rond-point et de mettre une rue qui vient de Daïdo pour Akwa et de passer une autre rue, c'est-à-dire une sorte d'échangeur, même un mini-échangeur qui éviterait que les voitures se rencontrent. Malheureusement, cette situation va rester telle qu'elle, jusqu'à ce qu'un jour, on décide de faire passer un échangeur sur cet endroit qui est absolument névratique. Alors, les spécialistes des questions routières disent que c'est une sorte d'entonnoir, puisqu'on parle de Bonabéry, on est coincé. Il faut le dégager. C'est un important carrefour qui unit, je crois, 3 arrondissements et il y a un flux important de voitures qui circulent. Et vous savez que cet axe aussi est un autre axe économique parce que Bonabéry, c'est une zone industrielle. Mais pour rassurer les doyens, je crois que dans le nouveau plan directeur d'urbanisme de la ville de Douala, il est effectivement prévu un échangeur à ce niveau, comme il est prévu un autre échangeur du côté de Dokoti. Et depuis combien de temps on entend ça quand même? Il a été adopté, je crois, en 2015. Il coûte 1800 milliards de francs CFA. Ça fait déjà 4 ans. Certains parts de ce programme ont déjà commencé à être mis en œuvre. Donc je pense qu'avec un important projet comme celui-là, il faudra plusieurs études pour arriver à mettre un échangeur du côté du rond-point d'Aïdo et également mettre un autre du côté de Ndokoti. En tout cas, on va encore attendre peut-être 5 ans pour voir une sortie de terre. Parce qu'on n'a pas encore fini avec les études. Hein. Non, pas encore. Voilà, donc il faut encore 5 ans, peut-être pour les études et 5 autres années pour engager les travaux. Pour la réalisation. D'accord. Alors, donc on peut lire l'article dans le journal Mutation, et même vous avez regardé aussi sur Equinox Télévision le très grand reportage fait par Jean-Paul Chouinat et toute son équipe, dont vous vous êtes rendu compte qu'il est vraiment difficile de passer de Douala pour Yaoundé. On passe plus de temps entre Douala et la sortie de la ville et en même temps que partie de Dibamba pour Yaoundé. Alors, donc on va lire l'article également dans Mutation. Autre chose, il y a l'ancien Premier ministre Sadou Ayatou, qui n'est plus, il est décédé suite à une longue maladie à l'âge de 77 ans. Vous vous souvenez qu'il y a 5 mois de cela, on l'avait déjà annoncé mort, mais il n'en était pas le cas. Cette fois-ci, il est bel et bien décédé. Ça a été un grand homme d'État au sein de l'administration camerounaise, mais également au sein du gouvernement et même à la présidence de la République, où je crois à une certaine époque il a été secrétaire général. Nous ne pouvons que nous incliner devant la mémoire d'un grand responsable supérieur d'État qui a servi à son niveau le Cameroun, au plus haut niveau même le Cameroun, et on espère seulement que la République va lui rendre ses honneurs, les honneurs dignes à ce qu'il a donné pour le développement du Cameroun. Oui. Alors, lorsqu'on fait le tour, quand même, tous les tabloïds essaient d'évoquer la mort, parlent de la mort de l'ancien Premier ministre, et le messager qui dit « l'ami de Paul Biya est mort ». Oh, ami, c'est un bien grand mot. Un bien grand mot. Disons que M. Sadou Ayatou est d'abord un prince, fils de l'ami d'Aude Garoua. Maintenant, il a été un haut commis de l'État qui a servi les deux régimes, parce que sous M. Aïdjo, il a été directeur de la BICIC, il a été ministre des Finances. Bon, maintenant, avec M. Paul Biya, qu'il a connu, donc depuis l'époque Aïdjo, il a été ministre du plan de l'humanisme et du plan, il a été ministre des Finances encore. Des Finances encore, il a été... Bref, il a même été secrétaire général de la présidence de la République. Donc, c'est un haut commis de l'État qui, justement, au moment des années de braise, s'est retrouvé Premier ministre de M. Biya. Et les gens ont même oublié que la presse avait même réussi à lui trouver un sobriquet. On l'appelait Odontol, parce qu'il avait un sourire inaltérable, un sourire qui montrait toutes ses dents. Et à l'époque, il y avait une publicité d'un dentifrice qui s'appelait Odontol qui vous rend les dents blanches. Alors, les gens retiendront beaucoup plus, pas seulement son sourire, mais beaucoup plus son action dynamique et cohérente au moment où toute l'opposition était en train de réclamer la conférence nationale souveraine. Lui, il a réussi à organiser et à tenir jusqu'au bout la tripartite qui a permis au Cameroun de sortir un peu de cette période de frémissement continu. Donc, M. Sadou Ayatou a été un haut commis de l'État qui est malade, qui est tombé malade
parce qu'après sa sortie du gouvernement, il s'est retrouvé directeur général de la BEAC. Donc il est tombé malade, il est mort aujourd'hui. On ne peut que c'est le peuple camerounais en réalité qui regrette la disparition de ce haut commis d'État. Ok, c'est toute la presse qui en parle en tout cas ce matin, et je vous invite à lire aussi ce que la nouvelle expression propose parlant des acquisitions foncières avec le Social Democratic Front qui charge bien sûr la Chine. C'est en page 3 du journal. Merci à vous, je vous souhaite déjà de passer un très bon week-end et surtout sans excès. On se retrouve lundi, il sera à 9h20 sur Equinox.